Au Cameroun, votre cher pays, le ministre des Sports Narcisse Mouélé-Combi ne s'oppose pas au limogeage du sélectionneur belge Marc Brice par le président de la fédération, Samuel Eto'o. Est-ce que c'est le signe d'un cessez-le-feu entre les deux hommes? Je ne sais pas si c'est entre les deux hommes ou si entre deux institutions, mais il n'y a pas de combat entre un État et une association. Donc je n'analyserai pas comme ça. D'abord parce que le président de la fédération qui n'a pas signé le contrat de l'entraîneur ne peut pas le limoger. En revanche, il peut le priver de fonction comme il l'a fait tout le temps avec l'assistant. Et j'interprète que si le ministre n'a pas voulu en rajouter, c'est que le ministre se dit, chez nous on dit quand vous êtes au marigot et qu'un fou passe par là et vous prend vos vêtements pendant que vous êtes dans l'eau, ne lui courez pas après. Donc le ministre s'est dit, on va laisser la fédération aller et faire comme elle veut. Elle a choisi les joueurs qu'elle veut, elle a nommé les encadreurs qu'elle veut, elle a annoncé qu'elle peut sortir de la convention qui la lie à l'État. On va se comporter comme un État qui n'a donc pas de convention avec son association et on verra ce qui va se passer et on n'en rajoute pas. Et comme ça, il y a une trêve, mais je ne crois pas qu'elle soit favorable au football camerounais. Vous êtes en train de nous dire, Joseph-Antoine Bell, que c'est une trêve pour le temps du tournoi, mais qu'à partir du 18 janvier, la guerre va reprendre entre les deux institutions? Je pense d'ailleurs que c'est plutôt la fin de la guerre qui est annoncée avec ce comportement, parce que on va vite s'apercevoir de la limite des choix qui ont été faits. Vous savez, beaucoup de gens depuis Paris, Zurich ou Londres jugent les Africains parce que malheureusement, on compare ce qui n'est pas comparable. Il faudrait savoir qu'en Afrique, 9 fois sur 10, pour ne pas dire carrément 10 fois sur 10, vous n'aurez pas de fédération sans l'État. Quand une fédération dit non, laissez-nous, on va y aller tout seul, vous pouvez être sûr qu'elle va être en difficulté dès la première activité. Je ne comprends pas qu'un homme d'affaires provoque son banquier. Donc, je comprends pas que les fédérations, en tout cas celle du Cameroun, ne puissent pas s'entendre avec l'État qui la finance. Et donc, c'est dommage, mais je sais que les joueurs et tout le groupe ne passeront pas un moment tranquille. Parce que le retrait de l'État veut dire forcément le retrait de beaucoup de moyens, le retrait du soutien institutionnel. Il sera limité. Les amis, je vous reviens avec un autre tour de partage. Vous avez écouté là Joseph-Antoine Bell. Je sais que les joueurs et tout l'encadrement ne passeront pas un moment tranquille parce que le retrait de l'État signifie forcément moins de moyens et un soutien autant pour moi institutionnel limité. Il dit ce qui se passe chez les Lions indomptables depuis 2 ou 3 ans est très grave car les difficultés sont créées par ceux dont la mission est d'aider à gagner. Ce sont les propos de Joseph-Antoine Bell. Vous avez suivi ça d'entame. Je vais vous laisser la suite de cette interview. Et juste avant cela, j'aimerais me pencher sur cette liste ou bien sur l'atmosphère, le climat ou bien le update dans la tanière. Nous avons ici un petit rapport venant de Camer Foot officiel. Il nous fait savoir que voilà, Enzo Boyomo, Christian Basogo qui sont arrivés avec Kevin Koudou hier et Junior Tchabadeu se sont donc joints aux autres pour pouvoir se mettre en condition. En attendant l'arrivée d'autres joueurs aujourd'hui, on annonce là 12 joueurs qui sont attendus ce jour, ce 15 décembre. Nous avons Edouard Somban, Samuel Koto, Simon Omosola, Karl Itaeyo, Patrick Soko, Dani Namaso Junior, Onana, Jean Junior Onana. Et quant à Carlos Balibada Liyonga, Atu Avom, Olivier Kemen et Martin Botrel Atemenge Nzie, ils sont attendus un peu plus dans la soirée, c'est-à-dire aujourd'hui dans la soirée. Là, je vous parlais de Edouard Somban, le gardien de Colombe. Il est également dans la tanière. Et voilà le club d'ailleurs qui a annoncé cela sur leur page. En tout cas, félicitations à lui pour sa première convocation. Je vais vous laisser, les amis, comme je le disais, suivre la suite de cette interview de Joseph-Antoine Bell. Et je vous reviens dans tous les cas avec d'autres updates pour ce soir. On est ensemble. Ciao. Joseph-Antoine Bell, bonjour. Bonjour. Quels sont vos favoris pour cette Coupe d'Afrique des Nations? Mais comme d'habitude, vous avez les favoris historiques parce que leur passé leur confère ce statut. Je pense à l'Égypte, au Maroc, au Cameroun, au Sénégal,
un peu à la Tunisie, mais vous avez aussi les favoris réels grâce à leur performance actuelle. Je pense au Maroc, au Sénégal, à l'Afrique du Sud, à la Côte d'Ivoire que je n'ai pas cité tout à l'heure parce que c'est partie des vainqueurs du passé. Donc ce sont là des favoris. Mais nous, à RFI, on vous confirmera les favoris une fois qu'on les aura vus sur le terrain parce que finalement le football, on le sait bien, c'est pas l'histoire, c'est sur le terrain. Oui, parce que dans son histoire, la CAN est pleine de surprises. Oui, elle est pleine de surprises, mais il y a rarement un nouveau vainqueur, c'est-à-dire un primo vainqueur, l'équipe qui gagne pour la première fois. C'est rare. C'est arrivé avec le Sénégal qu'on a attendu pendant plus de 20 ans. C'est arrivé avec la Côte d'Ivoire, pareil, qu'on a attendu pendant des générations de très bons joueurs. Donc c'est pas toujours aisé d'avoir un primo gagnant. Le Maroc reçoit cette compétition. Le Maroc est la première nation africaine au classement FIFA. Le Maroc est 12e. Est-ce que du coup, ce pays n'est pas le super favori? Oui, ça arrive très rarement. C'est-à-dire qu'un pays qui est au sommet garde la forme et soit organisateur. Et là, le Maroc, ils ont une chance inouïe. Ils sont en forme. Ils sont les meilleurs du moment sur le papier. Ils sont les meilleurs du moment sur le terrain. Et ils organisent, ils ont la chance de jouer chez eux. Parce que souvent, jouer à la maison comporte aussi le revers de la médaille. C'est qu'on a la pression. Mais la pression, on la gère mieux quand on est au sommet de ses capacités. Donc là, le Maroc va jouer à la maison cette fois en étant au sommet de sa forme, donc en étant capable de gérer la pression pour en faire quelque chose de positif seulement. Et derrière le Maroc, qui voyez-vous comme équipe très très bien placée? Je pense que le Sénégal ne devrait pas être mal placé, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et à un degré moins l'Égypte et la Tunisie. Alors il y a cette CAN qui démarre dans quelques jours et puis il y a la Coupe du Monde qui démarre dans 6 mois et où vont compétir au minimum 9 équipes nationales africaines, ce qui est quasiment le double des éditions précédentes. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le football africain est de plus en plus présent dans le football mondial? Oui, le football africain est de plus en plus présent, mais il n'est pas le seul. Il faut quand même relativiser la présence en ce sens que on a une présence en nombre plus importante, mais on a aussi l'effectif même participant à la Coupe du Monde qui a été gonflé, dopé elle aussi. Donc, si vous amenez 48 pays en Coupe du Monde, c'est logique qu'il y ait une dizaine qui soient d'Afrique. Donc, c'est pas seulement au mérite qu'on y est arrivé. Tous les autres continents ont eu la même chose. Mais la présence en elle-même, on peut la commenter effectivement. C'est logique qu'on ait besoin de plus de pays africains pour participer à la Coupe du Monde pour la simple raison que les footballeurs africains sont dans le monde entier et se comportent de manière généralement brillante. Et donc, il y a une forme de reconnaissance vis-à-vis du continent. Alors jusqu'à la Coupe du Monde de 2022 au Qatar, les équipes africaines ne représentaient que 15% de l'ensemble. L'année prochaine, elles représenteront 19% des 48 équipes sélectionnées. C'est quand même un progrès, non? Oui, c'est un progrès. Il faut se rappeler qu'à l'époque où il y avait 16 participants, dans un premier temps, l'Afrique n'en avait aucun. Puis après, l'Afrique a eu 1 sur 16. Ça fait très très peu. Et on a commencé à gagner un peu des positions, notamment grâce à la performance du Cameroun et de l'Égypte en 90, en quart de finale. Et maintenant, le Maroc est allé en demi-finale et on devrait continuer pour bousculer toujours la hiérarchie et se rapprocher du top, le top qui est un jour gagné la Coupe du Monde. Alors il y a cette nouvelle marque de respect du football mondial à l'égard de l'Afrique, mais en même temps, les clubs européens qui comptent dans leur rang des internationaux africains ne seront forcés de les libérer qu'à partir de ce lundi 15 décembre, alors que la règle habituelle, c'est que les joueurs sont libérés au moins 2 semaines avant un grand tournoi international. Oui, mais l'Afrique a un problème particulier, c'est-à-dire quel est le poids de l'Afrique. Et là, en l'occurrence, quel est le poids de la CAF vis-à-vis de la FIFA? Parce que l'Afrique est obligée de déplacer sa compétition pour plaire à la FIFA. L'Afrique est obligée d'accepter que les joueurs soient libérés tard pour plaire à la FIFA qui elle-même a subi la pression des clubs sans pouvoir y résister. Donc les sacrifices sont toujours faits par les Africains et ça ressemble à d'autres domaines où on en demande toujours plus aux plus faibles. Donc il faut se montrer un petit peu plus costaud. Donc c'est à la CAF de se battre. Ce n'est pas logique que ce
ce qu'on accorde aux autres, on ne puisse pas l'accorder à l'Afrique. Mais pour ça, il faut gagner le respect des autres en tant qu'organisation. Il faudrait commencer en Afrique par décider quand a lieu la CAN. Qu'elle ne soit pas un coup en été, un coup en hiver, et puis un coup on ne sait pas trop quand. Non, il va falloir que la CAF travaille sérieusement pour avoir une position claire, et vous n'êtes plus que le continent qui fournit la matière première. Donc là, il faudrait que le Sud-Africain Patrice Motsepe, qui préside la CAF, la Confédération africaine de football, soit plus ferme vis-à-vis du grand patron du football mondial, Gianni Infantino. Oui, il n'y a pas que le président qui doit peser, il pèse avec son équipe. Quels sont les Africains qu'on envoie dans les commissions de la FIFA? Moi, j'ai vu, quand j'y ai été, quand j'ai commencé à y aller, j'étais même encore joueur, je voyais des représentants africains qui ne participaient pas vraiment, qui étaient présents sans peser dans les débats. Donc, vous donnez l'habitude aux gens que vous ne comptez pas parce que vous n'apportez pas. Je vais vous raconter rapidement mon expérience personnelle. La première fois que j'ai mis les pieds à la FIFA, au début de la réunion, personne ne m'avait salué. À la fin de la réunion, tout le monde voulait me saluer. Voilà. J'espère que vous avez compris ce qui s'est passé. C'est que pendant la réunion, j'ai présenté des choses, j'ai défendu des positions, j'ai dit des choses, et là, les autres membres ont vu qu'il y avait quelqu'un qui faisait des propositions que tout le monde finalement reconnaissait comme bonnes, il faut les adopter. À l'époque d'ailleurs, le président Blatter avait dit, oh, il m'avait surnommé l'homme qui m'a appris quelque chose sur le football. Voilà. Donc les Africains que nous envoyons, que l'Afrique envoie, les représentants africains aux différentes commissions de la FIFA doivent arrêter d'être des gens qui sont très heureux d'y aller, qui sont contents du billet d'avion et c'est tout. Non, il faut dès le départ choisir une Afrique qui contribue. À ce moment-là, vous aurez une Afrique qui est respectée. Scandale en Afrique du Sud, le sélectionneur des Bafana Bafana, le Belge Hugo Bross, est visé par une plainte pour propos racistes à l'égard d'un de ses joueurs qui avait séché un rendez-vous important avec l'équipe nationale. C'est un garçon noir, mais il va quitter mon bureau comme un garçon blanc, a déclaré ce sélectionneur. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que l'entraîneur de l'Afrique du Sud a oublié où il était. Après tout ce temps passé d'une part au Cameroun, puis ensuite en Afrique du Sud, je ne comprends pas comment il a pu tenir de tels propos. Et là, les paroles du Gobros, il devrait être sanctionné, c'est clair, et sanctionné de la manière la plus dure. Et après tout, on a beau être professionnel, on est aussi quelque part éducateur. Ce qu'il demande à ses joueurs, il devrait être le premier à l'appliquer. Et donc, il s'est trompé, il doit être le premier à courir pour présenter ses excuses avant qu'on ne les lui exige. Au Cameroun, votre cher pays, le ministre des Sports Narcisse Mouélé-Kombi ne s'oppose pas au limogeage du sélectionneur belge Marc Brice par le président de la fédération, Samuel Eto'o. Est-ce que c'est le signe d'un cessez-le-feu entre les deux hommes? Je ne sais pas si c'est entre les deux hommes ou si entre deux institutions, mais il n'y a pas de combat entre un État et une association. Donc je n'analyserai pas comme ça. D'abord parce que le président de la fédération qui n'a pas signé le contrat de l'entraîneur ne peut pas le limoger. En revanche, il peut le priver de fonction comme il l'a fait tout le temps avec l'assistant. Et j'interprète que si le ministre n'a pas voulu en rajouter, c'est que le ministre se dit, chez nous on dit quand vous êtes au marigot et qu'un fou passe par là et vous prend vos vêtements pendant que vous êtes dans l'eau, ne lui courez pas après. Donc le ministre s'est dit, on va laisser la fédération aller et faire comme elle veut. Elle a choisi les joueurs qu'elle veut, elle a nommé les encadreurs qu'elle veut, elle a annoncé elle peut sortir de la convention qui la lie à l'État. On va se comporter comme un État qui n'a donc pas de convention avec son association et on verra ce qui va se passer et on n'en rajoute pas. Et comme ça, il y a une trêve, mais je ne crois pas qu'elle soit favorable au football camerounais. Vous êtes en train de nous dire, Joseph-Antoine Bell, que c'est une trêve pour le temps du tournoi, mais qu'à partir du 18 janvier, la guerre va reprendre entre les deux institutions? Je pense d'ailleurs que c'est plutôt la fin de la guerre qui est annoncée avec ce comportement, parce que on va vite s'apercevoir de la limite des choix qui ont été faits. Vous savez, beaucoup de gens depuis Paris, Zurich ou Londres jugent les Africains parce que malheureusement, on compare ce qui n'est pas comparable. Il faudrait savoir qu'en Afrique, 9 fois sur 10, pour ne pas dire carrément 10 fois sur 10, vous n'aurez pas de fédération sans l'État.
Quand une fédération dit non, laissez-nous, on va y aller tout seul, vous pouvez être sûr qu'elle va être en difficulté dès la première activité. Je ne comprends pas qu'un homme d'affaires provoque son banquier. Donc, je comprends pas que les fédérations, en tout cas celle du Cameroun, ne puissent pas s'entendre avec l'État qui la finance. Et donc, c'est dommage, mais je sais que les joueurs et tout le groupe ne passeront pas un moment tranquille. Parce que le retrait de l'État veut dire forcément le retrait de beaucoup de moyens, le retrait du soutien institutionnel. Il sera limité. Donc vous n'êtes pas très optimiste pour les Lions indomptables pendant ce tournoi au Maroc? Non, les Lions indomptables, vous savez, tout le monde se dit, ouais, ils réussissent dans la difficulté, sauf que on a toujours oublié d'analyser que les difficultés ne peuvent pas être celles que vous créez vous-même. Ce qui se passe chez les Lions indomptables depuis 2 ou 3 ans est très grave, en ce sens que les difficultés sont créées par ceux dont la mission est d'aider à gagner. J'ai gagné des matchs avec mes partenaires à l'étranger parce que les étrangers nous mettaient dans des conditions difficiles, avec un bus qui tombait opportunément en panne le midi, le jour du match, lorsqu'on va déjeuner. Bon, à ce moment-là, oui, ce sont des difficultés qui vous ressoudent. Mais lorsque les difficultés sont internes, lorsque vous les créez vous-même entre des gens qui sont censés gagner ensemble, évidemment, elles deviennent très handicapantes, quasiment rédhibitoires. C'est dans quel pays qu'on vous a fait le coup du bus en panne? Au Zaïre, ça s'appelait comme ça à l'époque. Donc comme ça, ceux d'aujourd'hui pourront ne pas se reconnaître. Mais au Zaïre, par exemple, j'ai joué une demi-finale de Coupe des Champions et comme les Camerounais avaient pensé qu'ils étaient malins en se disant qu'ils se méfient de la nourriture de l'hôtel, ils ont décidé d'aller déjeuner chez l'ambassadeur du Cameroun. Et le bus, on est parti, et il est tombé en panne au beau milieu du boulevard. On était sous le soleil pendant longtemps, le chauffeur les mains pleines de cambouis parce qu'il disait qu'il réparait son bus. Et qui a gagné le match? On a gagné le match 1-0, mais justement parce que au lieu de s'énerver, on s'est tout de suite rendu compte que nous l'avons bien cherché en voulant aller déjeuner à l'extérieur. On doit assumer. On a voulu éviter quelque chose et eux, ils nous mettent un piège supplémentaire. Donc, on a supporté le soleil. On s'est pas énervé. On a déjeuné un peu tard. Mais bon, après, il a fallu s'adapter. Comment? Déjà, vous mangez un petit peu moins en quantité parce que vous savez que vous aurez très peu de temps pour digérer. Et surtout, vous ne vous plaignez pas. Au Nigeria, par exemple, on vous mettait dans un hôtel et puis la veille du match, il y avait comme par hasard un mariage. Donc, beaucoup de musique à l'hôtel. Vous ne dormez pas la nuit. Joseph Antoine Bell, merci.